Voilà, bon, je vais faire mon commentaire maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 6 mars 2022. Bienvenue en République démocratique de France. C'est évident pour moi. Là, c'est une image qui date, enfin c'est des images qui datent je crois il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis là, depuis le vendredi 4 mars 2022 à 18 h, c'était la clôture à l'heure H des candidatures pour les présidentielles en France qui auront lieu. Le premier tour est prévu pour le 10 avril 2022. Et puis le second tour, je crois que le 24 avril. Et donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'au final, dans ces images, vous avez vu défiler pas mal de candidats. Je crois que c'est des images qui datent il y a 4 mois, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas. Et puis là, maintenant, on est à l'approche des échéances. Et au final, il y aurait 12 candidats qui ont été retenus. 12 candidats qui ont pu obtenir, en tout cas, plus de 500 signatures. Ou au minimum 500 signatures, voilà. Et c'est le lundi 7 mars 2022 que le Conseil constitutionnel va valider tout ça. Mais je crois que les choses sont claires, hein, les dés sont jetés, et puis comme dirait l'autre, les carottes sont cuites. Je vais vous donner les noms des candidats qui ont été retenus et qui seront confirmés normalement le lundi 7, 7 mars 2022. Les candidatures qui ont été retenues là. Comme ça, j'ai pris par hasard, enfin j'ai noté, je vais dire par hasard. Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière, elle, ça fait la 3e fois qu'elle se présente. Elle a eu 570 signatures. Ensuite, Nicolas Dupont-Aignan, un souverainiste de droite, lui, c'est la 3e fois aussi qu'il se présente. Il a eu 582 signatures. Anne Hidalgo, Parti socialiste, elle a eu 1387 signatures. C'est la première fois qu'elle se présente, elle. Yannick Jadot, écologiste, première fois qu'il se présente, il a eu 689 signatures. Monsieur Macron, voilà, lui, il est je crois que l'un des derniers à se présenter, mais lui, par contre, la particularité, c'est qu'il a eu même les signatures, bien avant même qu'il il annonce sa candidature par voie de courrier, je crois, aux Français. Hein, c'était donc le vendredi 4 mars 2022, hein, dans la matinée, il a envoyé sa candidature, c'est vraiment à la dernière minute, puisque c'était à 18 h, dernier délai. Vous voyez? Contrairement aux autres candidats qui, eux, avaient déjà annoncé depuis fort longtemps. Maintenant, ils attendaient qu'ils aient les 500 signatures et puis c'est venu au fur et à mesure. Mais tout ça, c'est des montages, tout ça, c'est des mises en scène. Et c'est bien pour ça que je parle de bienvenue en République démocratique de France. Donc Macron, lui, il a eu combien? Bien avant même qu'il déclare la candidature, pour vous dire, voilà, quand je dis que c'est une république bananière, c'est la première république bananière. Hein, bien avant les pays africains, là. Vous voyez, la zone Afrique, la zone, c'est les aliénés, les complexés, les corrompus, comme je dis d'habitude. Donc Macron, lui, il aurait eu 1974 signatures. 1974 signatures. C'est que lui, il a eu ses signatures avant même qu'il annonce sa candidature là, le vendredi 4 mars 2022. Ensuite, Valérie Pécresse, elle a le record, elle, en matière de signatures, puisqu'elle a obtenu voilà, 2556 signatures. Et elle, c'est la première fois qu'elle se présente, sachant que Macron, lui, ça fait la 2e fois. Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, donc les Insoumis, hein, c'est la 3e fois qu'il se présente. Lui, il a eu 873 signatures. Marine Le Pen, elle, c'est la 3e fois qu'elle se présente également. Elle a eu 603 signatures. Éric Zemmour, c'est la première fois qu'il se présente. Lui, il a obtenu 721 signatures. Jean Lassalle. Jean Lassalle, c'est un député, ancien apparenté avec François Bayrou, là, mais qui maintenant est parti, a quitté Bayrou et puis il est indépendant. Donc, il a eu 620 signatures. Et il y a M. Fabien Roussel. Fabien Roussel, je n'ai pas pu obtenir, je ne sais pas combien de signatures il a eu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme il est qualifié, donc il a eu plus de 500 signatures. Ça, c'est sûr. Parce que dans les notes que j'ai prises, je n'ai pas pu noter pour lui. Et le tout dernier, c'est Philippe Poutou. Philippe Poutou, hein, le candidat des travailleurs, et il est élu municipal à Bordeaux. Lui, il a obtenu, à la toute dernière minute, hein, le jeudi, c'est-à-dire à la veille, il avait 439 signatures, et donc il lui manquait 61 signatures pour avoir la 500, et il a pu les avoir. Et du coup, il rentre dans le cercle fermé des 12 candidats
retenu pour l'élection prévue, je vous dis le premier tour le 10 avril 2022. Mais c'est une république bananière. Et ce qui est très grave, c'est que les années passent, voilà, les années se succèdent, et puis les Français, en grande majorité, ils n'y voient que du feu. Ils y croient qu'ils sont en démocratie, alors que ce n'est que de l'illusion, ce n'est que des mises en scène. C'est l'oligarchie qui décide de l'agenda de tout ce beau monde-là. C'est-à-dire le monde politique d'abord, le monde du showbiz ensuite, et puis les médias, n'en parlons pas. Les médias, eux, voilà, c'est vraiment open bar. C'est-à-dire que c'est l'oligarchie qui décide qu'est-ce que tu dois écrire, qui valide ce que tu dois écrire et tout ça. C'est impressionnant. Ah oui, pensée unique, voilà. En tout cas, cette expression-là, elle est très française. Eh bien, on est en plein dedans, voilà. On est dans la pensée unique. Et puis, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a quand même un hic, ou il y a deux hic, ou même trois hic. Bon, il y en a plusieurs. Dans tous les cas, moi, personnellement, ce qui m'a choqué, c'est le fait que la candidature de M. François Asselineau n'a pas été retenue. Bouah! Oui, pourquoi? Mais parce qu'il y a des frères là depuis des années, oui peut-être des années, mais en tout cas depuis quelques temps, voilà, qui disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je parle de ce monsieur à chaque fois, alors que voilà, j'ai bien expliqué que non, le soutien que j'apportais, puisque maintenant il faut le conjuguer au passé, à monsieur François Asselineau, c'est dû au fait que je dis toute la classe politique française réunie sur les 10 dernières années, c'est le plus honnête. Maintenant, ce que vous allez observer, c'est quoi? C'est que vous voyez, euh, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, ceux qui m'ont critiqué par rapport à ça, le fait qu'ils ne sont pas qualifiés. Alors évidemment, on va tendre sur la chose facile, c'est de dire que oui, mais il a été accusé récemment d'agression sexuelle, je sais pas, harcèlement sexuel, je sais pas. Mais je vous dis, moi, en tant que... Alors, je me présente, voilà. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je me veux accessoirement spécialiste de la France. Voilà. Et je suis un panafricain convaincu. Mais surtout là, parce que là, je parle de une question française, donc c'est la question, enfin ma situation de accessoirement spécialiste de la France qui va être mise en pratique. Au fond, quand je vois ces genres de situations-là, je dis, mais moi, je suis partisan pour qu'on passe tout le monde au crible, pour vérifier si les mœurs des uns et des autres sont respectées. Alors, ce n'est pas le cas. C'est vraiment à la tête du client. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce monsieur, c'est celui qui dérange le plus de toute cette classe-là. Parce qu'il est partisan de sortir la France de l'Union européenne, un peu comme a fait les Anglais. Voilà. Or, ça, l'oligarchie ne veut pas en entendre parler. Parce que les Français, il y a quelques siècles ou quelques décennies, étaient beaucoup plus puissants. Mais aujourd'hui, c'est fini, c'est mort. Et ça veut dire que s'ils n'ont pas l'Union européenne avec eux, autant dire qu'ils ne vont plus exister. Alors, avant même l'Union européenne, c'est surtout les pays africains. Ah oui, parce que la France n'existe, en tout cas le rang qu'elle occupe sur le plan mondial, c'est grâce aux pays africains. Alors, et bien, quand tu dis ça, ceux qui sont... Parce qu'il y a deux ou trois catégories. Il y a ceux qui savent et qui ne disent rien, qui sont là, qui observent, et puis il y a ceux qui ne savent pas. Ça existe. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis, il y a ceux qui sont de mauvaise foi. Voilà. Mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils savent, mais ils vont contester. Parce que, justement, ça bouleverse leurs habitudes, ça bouleverse leur paradigme. Vous comprenez? Donc, je dis, bon, moi, je crois que tout ce manège-là, on assiste à ça parce que la France tient encore l'Afrique. Et je vous dis, mon souhait, mon rêve, c'est que la France perde l'Afrique. Parce que ce serait bien qu'on assiste à l'heure de vérité. Mais oui, parce que c'est pas possible de vivre dans le mensonge, dans le déni comme ça pendant année après année, décennie après décennie. Non, c'est pas possible. Et je vous dis toujours que quand on n'a pas compris, ça s'explique, mais une fois qu'on a compris, on n'a plus de temps à perdre. Vous comprenez? Donc là, moi, j'ai suffisamment compris, je ne suis pas le seul, heureusement, hein, la jeunesse africaine a compris que c'est grâce à l'Afrique que la France occupe son... Et moi, quand je regarde là, le spectacle, là, comme ça, avec le pseudo-démocratie, hein, toutes ces mises en scène-là, je dis, mais non, mais ils font ça, et la France est unique au monde. En tout cas, je parle des pays qui ont la même expérience démocratique qu'elle. Voilà. Les pays industrialisés, vous voyez, qui ont le même niveau de vie, mais la France est à part. Voilà. Vous allez mettre l'Espagne, le Portugal, l'Italie, tout ça, avec l'Allemagne, tout ça, vous allez les mettre, hein, mais la France, elle est à part. D'abord, l'explication est simple, c'est que vous allez observer que tous ces pays européens-là, ils ont eu des colonies. Mais à un moment donné, ils se sont montrés réalistes. Ils ont dit, bon, on lâche l'affaire parce qu'on n'est plus à l'époque, justement, ancienne. Mais la France dit, non, 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 non. Moi, la Constitution est très bonne, donc je ne lâcherai pas. Et donc, on est dans cette situation-là. Vous voyez? Mais elle ne lâchera pas. Pourquoi? Parce que c'est des, je vous dis, l'élite, c'est des paresseux, c'est des fainéants. Voilà. Parce que l'Allemagne, ils bossent. Hein. Les choses sont claires. Je fais toujours le comparatif, c'est du bon sens. L'Allemagne n'a pas de colonie, l'Allemagne n'a pas le franc CFA, l'Allemagne n'a pas les bases militaires là-bas installées dans toute l'Afrique pour prendre en otage les Africains. Et pourtant, et pourtant l'Allemagne est numéro 1 hein, sur le plan européen. Vous voyez, donc
faut toujours opposer ça aux Français en général et à leurs dirigeants en particulier. Et les dirigeants, ils le savent. C'est les Français de base là qui sont perdus. Parce que tout est fait pour les noyer. Ils sont lobotomisés. Et du coup, ce que je dis souvent, je dis, mais en fait, justement, moi qui suis par exemple d'origine africaine, quand je vais parler comme ça, ceux qui sont honnêtes, ils vont se taire, ils vont m'écouter. Mais ceux qui sont malhonnêtes, mais ils vont faire tout pour que ton discours ne tienne pas. Parce que c'est pas possible, tellement ça les perturbe. Alors que c'est la vérité. Et oui, et on tend vers ça, hein, parce que quand on voit ce qui se passe au Mali, quand on voit ce qui se passe en République centrafricaine, et dans une deuxième partie, d'ailleurs, je vais parler du vote des pays africains à l'ONU, récemment. Là. Hein, c'était un vote qui est mitigé. Il y a ceux qui sont pour, et puis il y a ceux qui sont contre. Le seul pays contre en Afrique, courageux, c'est l'Érythrée. Tout petit pays, hein, l'Érythrée, là. Voilà, dans la corne de l'Afrique, là. C'était les seuls qui sont contre. Après, les autres sont abstenus, il y en a qui ont voté pour, il y en a qui ont voté pour. Bon, vous voyez, bon, enfin, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler donc des élections présidentielles, là, en France, qui est une élection on ne peut plus importante dans un pays. Et le constat qu'on fait, c'est quoi? C'est que, justement, M. Asselineau, il est éliminé, mais c'est impressionnant. En fait, ça confirme, comme j'ai toujours dit, j'ai dit qu'il est de très loin celui qui est le plus honnête de ces 10 dernières années, parce que quand on écoute dans ses discours, quand on écoute dans ses interviews, quand on écoute dans ses conférences, il explique tout. Avec lui, vous êtes sûr d'apprendre au moins quelque chose. Alors que les autres, ils vont vous noyer dans le mensonge, dans le déni, ils disent tout et son contraire. Hein. Vous comprenez? Et puis Jean-Luc Mélenchon, il est champion en titre de la démagogie. Quand vous regardez la définition de ce mot-là dans le dictionnaire, lui, il est pile poil là-dedans. Hein, c'est un vrai démagogue de première classe. Et un franc-maçon, alors on me dira, ils sont tous pratiquement francs-maçons, mais lui, il se trouve qu'un jour, je vous dis, je fais un rappel, j'ai écouté sur France Info, il avait expliqué que la franc-maçonnerie, c'est la religion de la République. En plus, comme il parle bien. Ça m'avait choqué. Hein. Je dis, ah bon, ah waouh. Il fait une déclaration comme ça sur une radio aussi importante. Voilà. La franc-maçonnerie, selon Jean-Luc Mélenchon, c'est la religion de la République, alors qu'en France, ils ont toujours parlé de laïcité, la République est laïque, enfin bon, donc c'est toujours du pipeau, c'est toujours du mensonge, c'est toujours de l'escroquerie morale, dans un premier temps, et l'escroquerie matérielle ensuite. Vous voyez? Donc, je vous dis, tout ce beau monde-là, c'est l'oligarchie qui les tient, et c'est l'oligarchie qui organise, et c'est de dire quoi? C'est de dire que, comment ça se fait que M. Macron ose se présenter pour un second mandat quand on sait qu'il a un bilan. Dire que c'est catastrophique, c'est un euphémisme. Hein, à son actif, mais il y a la question des gilets jaunes. Et les gilets jaunes, ce sont des citoyens qui ont simplement demandé à M. Macron et tous ceux qui travaillent avec lui, hein, qui tiennent les manettes de ce pays, de dire, écoutez, la devise de ce pays, c'est la liberté, égalité, fraternité. Donc, les gilets jaunes leur demandaient simplement la mise en application de ça, que ça ne reste pas hein, théorique, ou que ça ne reste plus théorique. Et ils ont dit non, ferme-la. Et donc, il y a pas moins de 11 morts. Il y a pas moins de 30 éborgnés. Éborgnés, ont perdu leur œil, ils sont handicapés. Qui est encore personnes handicapées, qui ont perdu leurs bras, leurs jambes. Qu'est-ce qu'il y a encore des gens qui sont assignés à résidence, c'est-à-dire qu'on leur dit tous les week-ends, si vous voulez sortir, vous devez aller pointer la veille, le vendredi, par exemple, au commissariat de police là où vous habitez, ou à la gendarmerie, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc les gens sont surveillés. Vous voyez, et c'est bien pour ça que j'utilise le terme, je dis en fait, finalement, la plupart des pays, pour ne pas dire tous les pays de l'OTAN, dont la France fait partie, c'est des dictatures qui ne s'assument pas. Donc je les invite à faire leur coming out. Vous voyez, comme j'ai dit, en ce qui concerne les homosexuels qui ne veulent pas que l'on sache ou qui cachent leur homosexualité, eh ben, les pays comme la France et les pays de l'OTAN là en général, c'est que ici sont des dictatures. Et la France est une des premières, hein, parce que je dis le fait d'avoir éborgné des gens, qui sont des gens qui manifestent pacifiquement, ça suffit pour qualifier la France de dictature qui ne s'assume pas. Donc il faut s'assumer. C'est-à-dire que quand eux, ils regardent les autres pays, là, comme la Chine, comme tous les autres pays qui vont dire non, 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 eux, c'est des dictatures. Oui, mais sauf qu'eux, ils assument. Voilà la différence. Donc voilà, il est question maintenant là d'assumer. Parce que quand vous assumez, bon, on vous embête moins. Or, là, le comble, c'est qu'ils passent leur temps à donner des leçons alors qu'ils sont dans une pensée unique. Regardez là les candidats, là, les 12 là. Bon, on va dire quoi, M. Macron, hein, c'est lui le futur, il va renouveler tranquillement son mandat, sauf cas de force majeure, c'est clair, hein. Les dés sont pipés et dire ça, c'est peu que de le dire. On sait déjà. Donc, moi, personnellement, le constat que je fais, c'est que je dis, il se trouve qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont la double nationalité, ou la triple nationalité, ce que vous voulez. En tout cas, ils ont la nationalité d'origine et puis ils ont la nationalité française aussi. Donc, ils sont amenés hein, à aller voter. Bon, il faut dire que
Très franchement, il fut un temps où je n'avais pas trop bien compris, parce que, comme je dis toujours, il vaut mieux tard que jamais. Eh ben, j'ai essayé, il y a quelques décennies, de participer. Et puis, au fur et à mesure, ayant compris, j'ai dit, bon, c'est fini, c'est les manèges. On se moque du monde royalement. Vous voyez. Et d'ailleurs, il faut observer le taux d'abstention, élection après élection. Il se trouve que l'oligarchie, ils en ont cure. Parce que eux, ce qui compte, c'est la forme. Et si le fond les intéressait, on n'allait pas éborgner des gens. Il faudrait qu'on soit d'accord. Si le fond les intéressait, on allait tenir compte des revendications des Gilets jaunes. On est d'accord. Vous voyez. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Donc, ce qui se passe, c'est que eux, c'est la forme qui les intéresse. Et moi, par-dessus le marché, ce qui me fait mal au cœur, je vous dis très franchement, même pour ne pas dire mal à la tête aussi, c'est que la France est une une république bananière avec tout ce manège-là. Et il se trouve qu'au XXIe siècle, il y a les pays africains, beaucoup de pays africains, et surtout la zone française, enfin les aliénés, les complexés, les corrompus, mais qui prennent exemple sur la France. Alors j'ai dit, bon, on a tous été à l'école. Quand je dis on a tous, en tout cas ceux qui ont été à l'école, mais de manière générale, vous allez, enfin pour ceux qui copient, hein, et puis là aussi c'est du bon sens, mais on copie sur celui qui est meilleur, qui a des bonnes notes. Or là, si vous copiez sur quelqu'un qui, au demeurant, n'a pas des bonnes notes, qui n'est pas un bon élève, là j'entends sur le plan démocratique, eh bien, qu'est-ce que vous pensez avoir? Donc on est dans cette situation-là, on est dans cette configuration-là. C'est-à-dire que les pays africains, la zone francophone, là, hein, eh bien, comme ils copient sur la France, et puis la France n'est pas du tout exemplaire, eh bien voilà les dégâts. Voilà. C'est incroyable. Hein. Et je me dis, mais il y a des gens qui ont fait des études, qui ont peut-être passé des années à avoir des maîtrises, des masters, des doctorats, de tout ce que vous voulez. Hein. Et puis au final, on nage dans la corruption. Voilà. Et on ne cherche pas à comprendre. Parce que, évidemment, c'est difficile. Parce que ah oui, c'est difficile. Hein. Ah oui. Bon, il y a très rare comme ça. Mais comme on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, je dis, il n'y a aucune excuse. Voilà. Les choses sont claires pour moi. Parce que je dis, on prend son temps, on regarde surtout que c'est des gens qui ont quand même un bagage. Voilà. Or, il se trouve que la plupart du temps, c'est la corruption morale dans un premier temps et la corruption matérielle ensuite. C'est ça qui fait qu'ils dévient. Voilà. Parce qu'ils vont se contenter des miettes, hein, ils vont se contenter que du matériel. Ils ne vont pas éclairer le peuple. Alors que normalement, leur rôle, c'est d'éclairer le peuple. Mais bien entendu. Vous voyez. Donc c'est ça qui me fait mal au cœur, moi. Parce que je dis que les dirigeants français, ils mentent aux Français, c'est leur problème, finalement. Ben oui. Parce que je dis, encore une fois, la différence, c'est que, à vrai dire, quand on observe le taux d'abstention, tout s'explique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens qui vont s'abstenir quand il y a les élections là, qui arrivent là, pour le premier tour le 10 avril, eh bien, ils seront beaucoup plus nombreux que ceux qui ont voté finalement. Mais quel crédit on peut accorder, quelle légitimité on peut accorder? Et c'est bien pour ça que je parle de... En fait, ce qui importe l'oligarchie, qui dirige tout ça, c'est la forme et non pas le fond. Voilà. Et dire ça, c'est minimum. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est tellement évident. Voilà. Pour moi, c'est tellement évident. Vous comprenez? Donc, pour poursuivre, ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que on est dans une situation, voilà, je qualifie même de l'ivresse du pouvoir. Ah oui, pour moi, ils sont ivres par le pouvoir. D'abord, tous les pays de l'OTAN, là, et puis la France en particulier, c'est l'ivresse du pouvoir. J'aime beaucoup cette expression. Parce que je ne vois pas autre qualification à apporter. Voilà. Ils sont ivres. Et je vous ai déjà dit, j'ai dit que très souvent, ce qu'on connaît dans la vie de tous les jours, c'est quand quelqu'un a bu l'alcool et on dit qu'il est ivre. Et vous voyez bien que quand tu es ivre, tu es dangereux d'une certaine façon, enfin au sens où, surtout quand tu prends la route pour conduire. Et pourquoi? Justement parce que c'est vérifié que tu n'es pas lucide, tu as perdu toutes tes capacités pour pouvoir distinguer hein, ce qu'il y a à faire de manière correcte. Vous voyez? Donc, j'applique ça à la situation des dirigeants français, de l'oligarchie française, ils ont tellement le pouvoir et le peuple est tellement méprisé que je dis, voilà, ils sont dans une situation de l'ivresse du pouvoir. Voilà. Donc, dans les commentaires, pareil, trouvez-moi d'autres qualificatifs hein, pour pouvoir avancer dans le débat. Vous comprenez? Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore Je disais, voilà, le problème, le traumatisme pour moi, c'est des millions d'Africains, voilà. C'est l'influence de la France sur l'Afrique francophone, zone française, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, voilà. Sur l'influence. Même jusqu'à aujourd'hui, même si c'est vrai que c'est en train de disparaître, mais on a un mal fou. Pourquoi? Mais parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore, et beaucoup d'Africains, à commencer par les dirigeants, là, qui soutiennent la France et qui sont même prêts à faire plus que la France ne demande. En l'occurrence, M. Ouattara, par exemple. Vous voyez, quand la France va lui dire, messieurs, nous souhaitons que vous nous emmenez, je ne sais pas, un mouton ou une vache, je dis non, je vais vous envoyer l'enclos, je vais même vous envoyer le village. Hein, voilà, lui, il va donner beaucoup plus que prévu. Voilà. Et je n'exagère rien du tout.
Bon, regardez mes vidéos en passé, parce que j'ai déjà expliqué ça en détail. Donc la suite, c'est en fait la question portant sur justement les candidatures. Bon, le constat qui est fait, c'est que il y a la candidature, par exemple, de Madame Taubira. Voilà. Il y a trois candidatures là, qui vraiment je trouve très intéressant, en tout cas dans mon approche, par rapport à ce qui vient de se passer, tout a été, comme c'est officialisé et que définitivement ça va être fait pour le lundi, c'est-à-dire demain lundi. Voilà. Et bien, Madame Taubira, c'était prévu. Hein. Moi, j'avais déjà souhaité même qu'elle ne se présente pas. Mais en fait, l'oligarchie, comme ce sont eux qui détiennent l'agenda de ce beau monde-là, ce sont eux ce qui arrive, c'est déjà prévu. Hein. Il faut savoir. Il y a certains qui croient que c'est fait comme ça en bricolage. Pas du tout. Tout est bien écrit. Hein. Donc, le scénario est bien écrit. C'était comme ça qu'elle allait finir, Madame Taubira. C'est-à-dire que l'humiliation suprême. Vous voyez. Et si vous regardez mes vidéos passées, j'avais déjà expliqué sa situation. Et là, c'est incroyable. Humilié. C'est-à-dire qu'elle a jeté l'éponge avant même qu'on arrive au 4. Je crois qu'elle a jeté l'éponge fin février, si je ne me trompe pas. En disant qu'elle n'a pas eu suffisamment de signatures. Mais ça, c'était prévisible. Mais évidemment. Parce que l'oligarchie lui a fait un coup de fil, madame, allez, venez dans la course là, parce que vous avez beaucoup de succès. Et elle, bon, elle est tenue, hein. Oui, oui, c'est pour ça. Elle est tenue. Et je vous dis, elle, la différence entre elle et moi, c'est que elle, effectivement, elle a beaucoup plus de moyens matériels. Mais en revanche, moi, je suis plus libre qu'elle. Ah oui. Parce que j'ai même dit, je dis, mais normalement, c'était une femme libre. Quand on l'avait appelée, elle aurait dû leur dire, écoutez, en 2002, j'ai déjà donné. Voilà. Donc c'est bon, laissez-moi tranquille. Non, non, elle ne peut pas. Parce qu'il y a un pacte qui a été signé, donc voilà, elle doit honorer ça. Et c'est prévu qu'elle soit humiliée. Et puis, de temps en temps, pour lui donner un peu d'oxygène, on dit, écrivez un bouquin là, sur la discrimination. Voilà. Et puis, elle fait ça. Voilà. N'importe quoi. Des zozos. Enfin bon, la suite. Mais il y a un frère qui s'appelle Gildas Vieira. Et il y a un frère panafricain qui m'a sollicité, qui m'a dit, oui, ce serait bien que tu battes campagne pour lui. J'ai dit, mais écoute, s'il obtient les 500 signatures, voilà, je vais m'engager à le soutenir sans réserve, sans problème. Mais je savais déjà qu'il n'allait pas les obtenir. Et quand je dis ça, c'est parce que je le souhaitais, tout naturellement. Par contre, je me montrais réaliste, et puis surtout ma qualité de spécialiste de la France, accessoirement, s'il vous plaît. Accessoirement spécialiste de la France. Donc, comme je dis très bien, enfin, je connais très bien la situation de la vie politique française, mais je dis, mais il est évident que le casting, il est déjà fait. Voilà. Et donc, M. Vira, lui, pareil, hein, il n'a pas eu sa signature, mais j'allais dire que pourtant, c'est quelqu'un de très expérimenté, parce qu'il est conseiller municipal, je crois, du côté de Blois, hein, mais il a milité dans différentes associations, et donc il a l'expérience du terrain, voilà. Et c'est pas rien, c'est pas rien. Il a plus de, je crois, 15-20 ans d'expérience du terrain. Alors que des gens comme Macron, il n'avait aucune expérience. Quand en 2017, il est venu comme ça, parachuté, et lui-même, il utilise le terme de il est arrivé au pouvoir par effraction. Alors, il faut aller regarder la définition dans le dictionnaire. L'effraction, en général, on l'utilise pour quelqu'un qui vient voler. Parce qu'il va cambrioler votre maison, il va. Voilà. Donc, l'effraction, c'est commettre un acte qui n'est pas, j'allais dire, admissible pour la loi. Oh la loi, voilà. Monsieur Macron lui-même le dit, hein, dans une interview, il a dit qu'il arrive au pouvoir par effraction. Et ça, c'était dans le cadre de son premier mandat. Maintenant, là, il se présente, comment dire, pour un second mandat. Et je vous dis, sauf cas de force majeure, c'est lui qui va être réélu, hein, le 10 avril prochain. Et du coup, les Français, mais non, moi je dis, on se cache. Bah oui, parce que la démocratie, elle n'existe pas du tout. Vous voyez. Et maintenant, je dis, bon, comme la première fois, il a dit qu'il est arrivé au pouvoir par effraction, là, la seconde fois, je suis très curieux qu'ils disent comment il va qualifier ça. Ça m'intéresse. Ah oui, 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 ça m'intéresse. Bah oui. Donc, première personne, j'ai cité Madame Taubira, elle est balayée. Le pauvre Gildas, le frère Vieira, qui est, comment dire, là-bas à Blois, eh ben voilà. C'était prévisible. Voilà. Pour moi, je ne suis pas du tout surpris. Par contre, s'ils avaient validé, ils avaient accepté de lui donner 500 signatures, là, j'aurais été agréablement surpris. Voilà. Et puis, donc, j'ai parlé tout à l'heure, c'était M. Asselineau. Voilà, c'est les trois personnes-là qui ont tous été éliminés. Mais seulement, oui, Asselineau, c'est quand même. Ils ont fait fort quand même. Voilà. Ils ont fait fort pour Asselineau. L'avoir éliminé comme ça, ils ont fait fort. Du coup, il n'y aura pas une voix discordante. Tous ces gens-là qui sont qualifiés, les 12 là, ils ont le même discours. Ils vont simplement, toujours comme d'habitude, donner l'illusion aux Français qu'ils sont en démocratie, alors qu'en réalité, ils sont tous pour l'Union européenne, ils sont tous va-t-en-guerre. Hein. Il n'y a aucune différence, aucune.
À la rigueur, vous allez voir, regardez dans le passé, là, dans le passé, il y a quelques jours, quelques semaines, hein, les uns et les autres, quelles étaient les positions qu'ils avaient adoptées vis-à-vis de la guerre en Ukraine. J'ai écouté un petit peu, alors que ça fait très très longtemps que je ne voulais plus l'écouter. Mais là, j'ai fait exprès d'écouter là, M. Mélenchon à l'Assemblée. Mais il commence par, comment dire, se prononcer, et du coup, il est acclamé. Et puis, quand vous allez suivre tout le long de son truc, qui a duré 12 minutes, je crois, si je ne me trompe pas, et après, il n'était plus applaudi, ou en tout cas, il était applaudi par son parti, alors qu'auparavant, il était applaudi par tout le monde. Oui. Mais pour dire quoi? Pour dire que ça vient du fait qu'il était en train de dire tout et son contraire. Donc, on ne sait plus où l'affecter. Mais non, c'est un démagogue de première classe, Mélenchon. Bon, il y a un frère là qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, mais je dis, oui, bon, il se trouve que je comprends, parce que quand on n'est pas expérimenté, quand on n'a pas suffisamment de recul, d'expérience, eh ben, des gens comme Mélenchon, justement, qui prétendent être de gauche, eh ben, justement, ils brouillent les pistes, parce qu'on vous dit qu'on a aidé les immigrés. Mais moi, vous savez, je vous dis, ça fait 40 ans au mois d'août que je suis là, donc je connais tout ce monde-là. Donc maintenant, si vous acceptez, tant mieux, si vous n'acceptez pas, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et puis, il y a les médias pour aller fouiller, hein, des documentaires, il y a tout ça. Et puis, et regardez ces interviews, quand il parle. Je vous dis, ce monsieur avait dit à l'époque qu'il allait aller chercher le président Laurent Gbagbo. Mais à quel moment il a dû le chercher? Un, il n'a pas fait. Deux, quand le président Gbagbo sort, mais la moindre des choses quand c'est comme ça, mais tu vas au moins l'accueillir. Il n'y a rien. Mais enfin bon, c'est sûr que j'ai suffisamment dit. Et puis j'ai dit, j'ai suffisamment d'éléments. C'est ça qui me pousse à dire que, écoutez, M. Mélenchon, c'est un démagogue et qui est très dangereux d'ailleurs. En tout cas, dangereux pour la démocratie. Bon, par contre, il fait l'affaire de l'oligarchie. Hein, il joue bien son rôle. D'ailleurs, même vous allez vous rappeler, si vous regardez les images d'archives, en fait, quand Éric Zemmour est arrivé là, lui aussi dans la course, eh ben, comment dire, il fait partie des gens qui étaient une espèce de faire les échauffements avec Éric Zemmour dans les débats qu'il a pu avoir. Quand j'ai regardé ça, je n'ai pas regardé jusqu'au bout, j'ai juste regardé au début, puis je dis voilà, c'est ce que j'appelle l'échauffement. Vous savez, ceux qui connaissent le sport, que ce soit dans la boxe ou machin, voilà, on a besoin de d'abord s'échauffer. Et ben, donc, Mélenchon, il a joué ce rôle-là. Voilà, il y a eu un ou deux débats avec Éric Zemmour, mais justement, c'est fait pour ça, pour justement mettre un peu Zemmour dans le bain. Bouillard, c'est la qualité des spécialistes de la France, accessoirement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, bon, c'est dommage hein, pour le frère Gildas, parce que je ne le connais pas, hein, je peux vous dire, je ne le connais pas du tout, mais simplement, quand le frère m'a sollicité, j'ai essayé de regarder, et puis j'ai vu que c'était un monsieur intelligent, brillant, et puis voilà, qui valait la peine, mais sauf que voilà, c'est le système français qui fonctionne comme ça. Vous voyez? Tout à l'heure, je vais finir, je vais vous montrer un bouquin des Zozo là aussi. Quand je dis Zozo, je veux dire que ceux qui croyaient, maintenant je dis aujourd'hui en 2022, j'aimerais bien qu'ils soient sincères pour dire les choses. Oh, ils vont faire une fuite en avant parce que il y a l'orgueil et puis leur fort intérieur, alors qu'ils sont plantés parce qu'ils n'ont pas vraiment compris. Et peut-être très très rares vont admettre. Voilà, très très rares. Mais sinon le reste, d'abord ils vont refuser de discuter parce qu'ils ont honte. C'est tout. C'est la honte. Je vais vous montrer tout à l'heure le bouquin. Bon, alors ensuite, donc pour poursuivre, c'est voilà, je vais maintenant passer après l'espèce de confiscation comme ça de la liberté des Français, hein. Ben, bien entendu. Parce que je veux dire, un pays qui se respecte, non mais attendez, 500 signatures, mais d'accord, mais comment ça se fait qu'il y a des gens, ça fait la troisième fois qu'ils se présentent, mais pour moi, il y a M. Macron, hein, vous voyez, et puis tout le reste, c'est que des figurants. Ah ben oui, même voire même des silhouettes. Et puis quand tu vois le nombre de signatures qu'ils ont, tu dis, mais pourquoi vous avez autant de signatures et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas? Mais il y a les maires, malheureusement, les maires, parce qu'en fait les signatures sont données par hein, les élus comme les maires, les députés, conseillers généraux, conseillers régionaux, voilà, ce sont eux qui donnent les signatures. Vous voyez? Il faut en avoir 500. Bon. Mais le truc c'est quoi? C'est que, comment on peut m'expliquer que par exemple Valérie Pécresse, elle se retrouve avec 2556 signatures, alors qu'on demande juste 500? Vous comprenez? Monsieur Macron, lui, on lui donne 1974, avant même qu'il annonce qu'il est candidat. Non, mais c'est une république bananière. Mais je vous dis, si vous n'avez pas les problèmes pour le matériel, mais il n'y a pas besoin d'aller au théâtre ou au cinéma. Tu te mets devant ta télé et puis tu te marres tout le temps. Bah, mais il faut avoir compris. Moi, j'ai tellement compris que c'est... Voilà. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des pauvres là, qui dorment dans la rue. C'est ça qui est difficile, hein, parce que c'est la conséquence de la politique de ces gens-là. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Vous comprenez? Et qui est-ce qui avait beaucoup de signatures encore, hein? C'était Anne Hidalgo, voilà, c'est vraiment, évidemment, ça c'est les, comment on appelle ça, ceux qui ont pion sur rue, c'est les représentants du Parti Socialiste. Celle qui a le moins, en tout cas dans les gros qui ont eu beaucoup de signatures, elle a 1387, j'avais rappelé ça tout à l'heure, hein, si vous revoyez ma vidéo. Vous voyez? C'est incroyable. Donc on s'est dit, logiquement, on devrait donner aux gens, parce qu'en fait,
pourquoi ils ont mis en place les 500 signatures qui datent de 1976? C'est de dire qu'on ne veut pas des candidatures farfelues. D'accord. Mais je lui dis, quand quelqu'un s'est déjà présenté, je prends l'exemple de M. Asselineau, je dis, mais en quoi il serait farfelu? Non, en réalité, il dérange l'oligarchie par son discours, par ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il éclaire justement les gens. Voilà. Lui, il amène la lumière. Et ils n'ont pas envie. Eux, ils préfèrent ceux qui éteignent la lumière. Comme ça, les Français n'y voient que du feu. Ils voient même rien du tout. Ils sont endormis et puis pendant ce temps-là, ils se font entuber au maximum. Voilà. Bon, je vais passer maintenant au deuxième thème de mon exposé d'aujourd'hui. Et avant de finir ça, juste vous montrer ça. Voilà. C'est ça. Regardez. Ça, c'est avec des personnalités, hein, vous allez les reconnaître, hein, Liliane Thuram, Rokia Diallo et tout ça, et puis François Durper, et puis Pascal Blanchard. Voilà, ils étaient suivis, voilà, c'est 100 personnalités, voilà, ils disent « Appel pour une république multiculturelle et post-raciale », suivi de 100 propositions pluricitoyennes, voilà. Et ça date de 2009, figurez-vous. 2009, nous sommes en 2022, faites le calcul. Vous voyez, mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce que tous ces candidats, les 12 sont qualifiés là, dites-moi en quoi c'est pluriculturel. En quoi, hein? C'est que des caucasiens, hein, à 100%. Voilà, maintenant c'est la République bananière. Vous voyez, donc il y a tout ça, ceux qui sont intéressés pour poursuivre au niveau de la... C'est sorti en 2009 ça, un petit livret là, tout petit, hein, voilà. Et puis, donc, chacun d'eux a apporté sa proposition pour que la France soit multiculturelle. Tu parles. Non, l'oligarchie, on en a à foutre. À la limite, tu finis ça et puis tu fous à la poubelle. Fous ça à la poubelle. Voilà, c'est clair. Sinon, normalement, s'il ne foutait pas à la poubelle, hein, 2009-2022, eh bien, le nécessaire devrait être fait. Hein, voyez, je remonte encore. Vous voyez là, hein, c'est un petit livret là, je ne sais plus combien ça coûtait, j'ai acheté ça. C'était en 2009. Vous voyez, je ne sais plus combien ça coûtait, je ne sais plus. Bon, donc voilà, n'importe quoi. Deuxième partie de mon discours, parce que ça avance là très rapidement, c'est à propos du vote des pays africains, donc à l'ONU, ce que je disais. Alors, ils ont voté, en fait, c'était en Assemblée générale, contre l'intervention de la Russie là-bas en Ukraine. Donc, on nous dit quoi? On dit qu'il y a 193 pays à l'ONU, et puis il y a 141 qui ont voté. Maintenant, un seul pays africain l'a rejoint, donc la Corée du Nord, la Biélorussie, la Syrie, voilà. Et puis la Russie elle-même, c'est Érythrée qui a rejoint, qui ont voté contre cette résolution-là du Conseil général de l'ONU. Et puis, on nous dit qu'il y a 17 qui se sont abstenus, 17 pays. Et dans les 17, il y a l'Algérie, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Sénégal. Le Sénégal l'a surpris. Alors, Macky Sall, il doit être perturbé là, oui, parce que, enfin bon, bouillard, il doit être perturbé, oui, parce que lui, il y a une conscience politique très prononcée au Sénégal, les choses sont claires. Et puis je vous dis, il y a les élections là, au mois de juin, juillet, des députés, les élections législatives, et il se trouve que Ousmane Sonko et puis Barthélémy Diaz, ils vont rafler la mise. Et du coup, moi en tout cas c'est mon souhait, mon très grand souhait, de manière à ce qu'il y ait une cohabitation là-bas. Voilà. Et puis comme ça, Macky Sall, c'est juste une transition qui prépare ses bagages et qui va partir. C'est-à-dire en 2024, ça y est. Et là, ça va être fait en douceur. Voilà. Une belle cohabitation là. Il n'aura plus de pouvoir. Il va être rendu comme on dit, la reine d'Angleterre. C'est-à-dire voilà, juste à tourner les pouces. Voilà. Parce que le pouvoir va être pris par Ousmane Sonko et puis Diaz, et puis ceux qui travaillent aussi avec eux, notamment, je ne sais pas s'ils vont faire entrer en ligne de course maintenant, entre-temps, voter une loi pour l'ancien maire Khalifa Sall. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est très intéressant. Ça aura de la gueule, ça. Que Macky Sall perde les élections législatives au Sénégal là, pour mois de juin, juillet là, 2022. Je le souhaite vivement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Maintenant, il y en a 28 qui ont voté en faveur de cette résolution. Bon, alors, on retrouve dans les 28 la Côte d'Ivoire, c'est pas étonnant, hein, voilà. On retrouve RDC à Tshisekedi. Quand je pense qu'on a critiqué celui qui était avant lui, c'est-à-dire Kabila, là, mais lui, il est pire. Parce que Kabila, on l'accusait à l'époque, je me rappelle, on disait, oui, mais c'est pas un Congolais, c'est un Rwandais, tout ce que vous voulez. Mais j'ai dit, bon, d'accord, ok, je valide. Maintenant, lui qui est Congolais, là, il fait quoi? Vous voyez, il est même pire que Kabila, voilà, de vendre son pays. Et donc, je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, il faut arrêter à un moment donné. N'importe quoi. Donc, ce qui est surprenant, par contre, c'est le Ghana et le Nigeria. Tout ça, c'est la corruption. Quand je vois ça, je dis, c'est la corruption. Ah oui, je ne vois pas autre chose. Mais c'est vraiment très regrettable. Hein. C'est dommage et c'est très regrettable. Parce que le Nigeria, c'est la plus grosse puissance économique. Et puis la plus grosse puissance au niveau démographique, ils sont très nombreux. Le Nigeria, c'est le premier pays le plus puissant en Afrique. Eh bien, ils sont dans la corruption et ça fait que, et voilà, ils vont voter pour cette résolution-là. Dire qu'ils sont contre, comment dire,
la politique menée par Poutine en Ukraine. Voilà. Puis il y a le Kenya aussi. Tout ça, c'est la corruption. Moi, dites-moi dans les commentaires si c'est autre chose. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Voilà. Donc, c'est incroyable, hein. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Compte tenu de tout ce qui s'est passé à travers l'histoire, comment on peut encore être soutien de l'OTAN? Parce que il faut faire le bilan. L'OTAN, c'est, comment dire, l'assassinat du colonel Kadhafi. L'OTAN, c'est le renversement, l'assassinat de, comment on appelle ça, Saddam Hussein. L'OTAN, c'est la Syrie. Hein. Heureusement qu'il y a les Russes, qu'il y a Poutine. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'il y a encore? L'OTAN, c'est l'Afghanistan. Ils vont faire des dégâts partout, c'est l'OTAN. Voilà. Et normalement, tous les gens qui sont avisés, ils disent, mais l'expérience là qui est en train d'être menée par Poutine, c'est légitime. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand, comment on appelle ça à l'époque, du John Kennedy et puis Khrouchtchev, eh ben, Khrouchtchev, le président des soviétiques, là, il avait mis des missiles là-bas à Cuba, hein, en tant qu'allié, mais les missiles étaient braqués sur la Floride et Miami, qui est juste à quelques kilomètres. Et les Américains, ils se sont opposés en disant non, 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 sinon ça va être la troisième guerre. On va déclencher les hostilités. Et du coup, ils ont fait marche arrière. Mais c'était, comment on appelle ça, une tension qui existait parce que entre-temps, l'OTAN avait installé des missiles, je crois, du côté de la Turquie. C'était cette espèce de bras de fer là qui est permanent. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, au XXIe siècle, fort de tous ces reculs-là, fort de toute cette expérience, nous, les Africains, on devrait tirer parti. Ben oui, parce qu'au fond, dans les infos, on apprend que les ambassadeurs de l'Ukraine qui sont au Sénégal ou au Nigeria, dans quelques pays africains, eh bien, eux, carrément, ils passent des annonces pour recruter des jeunes Africains pour aller se battre, moyennant quelques miettes. Et puis en plus, des fois même, ils demandent à ces gens-là de payer eux-mêmes leur billet d'avion. C'est-à-dire le mépris, et quand je dis le mépris, le mot est faible, c'est impressionnant. Vous vous rendez compte? Alors c'est vrai que j'ai déjà dit, mais écoutez, l'histoire des tirailleurs sénégalais, ce sont nos pères, nos grands-parents, nos grands-pères, et tout ça qui sont battus, qui ont versé leur sang pour la France. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Que dalle. Même ils ont été fusillés même pour certains. Et puis d'autres, ceux qui sont vivants, ils n'ont rien obtenu. C'est-à-dire qu'au niveau de leur pension et tout ça, rien. Aucune reconnaissance. Vous comprenez? C'est l'ingratitude, hein, à son extrême, de la part de la France, par exemple. Vous voyez? Donc j'ai dit, compte tenu de tout ça, non. A contrario, prenez la Russie de manière générale, et puis prenez surtout Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, quel mal il a fait aux pays africains. Parce que moi, je dis, il faut être factuel. Voilà, on sort, quand je dis, on fait le bilan, hein, quel qu'il a fait comme mal aux pays africains. Au contraire, la Russie, dans son histoire, a défendu toujours les pays africains qui ont voulu leur indépendance. Vraiment, regardez les liens étroits et très forts avec l'Algérie, par exemple. Pas seulement l'Algérie, l'Angola, hein, ou même le Bénin. Patrice Talon, là, il a voté pour. Il a rejoint, lui, je dis, les fans, lui. Talon, il a deux personnes dans le référent en Afrique, c'est Alassane Ouattara et puis le président rwandais. Il les adore. Bon, maintenant, oh là là, mais vous avez le désastre. Alors que l'histoire du Bénin, le Bénin, justement, aussi, à l'époque, avait des liens étroits, très importants avec l'Union soviétique. Vous voyez? Et bien aujourd'hui, voilà, les corrompus comme ça. Et en plus, ces gens-là, ils ne sont même pas passés par le peuple. Parce que, voilà, ça aurait été intéressant, mais comme ils ne sont pas démocratiques, ouais, on fait croire qu'on a des démocratie, alors que non, c'est des dictatures. Alors eux, pour le coup, c'est comme toujours dans hein, les élèves de la France, là, comme je dis, ils n'assument pas, hein, le fait qu'ils soient dictature. Voilà, donc c'est une dictature qui est comme ça cachée, qui est larvée, alors qu'on le sait. Parce que quand tu dis que tu es démocrate, mais il y a des basiques. Or, ces basiques n'existent pas. Donc, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Et moi, je dis, je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Vous comprenez? N'importe quoi. Voilà, donc on nous dit quoi? On nous dit que, par exemple, il y a 28 pays africains, hein, voilà, euh, sur 55 pays, sachant que, voilà, c'est ça, ce que je voulais préciser. 25% des sièges sont occupés par les pays africains, là-bas, à l'ONU. 25%, c'est pas rien. Hein, sachant qu'au total, c'est 193 pays, 193 sièges. C'est énorme, 25%. Et pourtant, on n'a personne. Quand je dis personne, c'est que, vous regardez, normalement, M. Poutine, là, ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de, comment dire, complètement rendre comment dire, ringardiser, hein, l'ONU. C'est clair. C'est-à-dire que l'ONU n'a plus de sens. Parce que l'ONU a été mise en place, si vous écoutez les spécialistes, c'était justement pour arrêter la guerre de manière générale dans le monde, et puis en particulier en Europe. Or là, on est au XXIe siècle, et puis rebelote. Bon, ça, c'est des rapports de force qui vont toujours perdurer, malheureusement. C'est des rapports humains. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, ce que je disais, c'est que normalement, comment vous expliquer un continent comme ça de 55 pays où on nous dit quoi? On nous dit que d'ici quelques décennies, on sera à 2 milliards, 2 milliards 5, si je ne me trompe pas. Ou 1 milliard 5. En tout cas,
on sera très nombreux. Mais aucun représentant à l'ONU. Quand je dis représentant, je veux dire que là, pour l'instant, on dit que depuis sa création en 1945, vous avez 5 comment dire, pays importants. Les autres sont des figurants. Les pays importants qui détiennent le droit de veto, c'est la Russie, la Chine, la France, l'Angleterre, et puis, qui j'oublie là, hein, euh, la Russie, la Chine, la France, hein, l'Angleterre, et puis, voilà, j'ai oublié le 5e pays. Voilà. En tout cas, il y en a 5, hein, les membres permanents, là, voilà, qui ont des droits de veto. Vous voyez? Mais normalement, moi, je pense que compte tenu de la démographie africaine, mais on devrait avoir minimum 2, si ce n'est même pas plus. C'est-à-dire que des pays comme le Nigeria, hein, ils doivent siéger au Conseil de sécurité. Pays comme, qu'est-ce qu'il y a encore, l'Afrique du Sud, aussi, l'Algérie, l'Égypte, voilà. Et puis le Congo par rapport à sa richesse. Voilà. Donc même 5 représentants, voilà. Bon, même si on a déjà 1 ou 2, c'est déjà énorme. Mais on n'a même pas rien, que dalle. On joue que les rôles de figurants et les autres, ils font le malin parce qu'ils croient qu'en au 21e siècle, on a tout compris. Donc il faut arrêter. Vous êtes des charlots, des minables. Franchement. Donc, je vais arrêter parce que là, ça fait trop long, là. Hein? Mais oui, il y a tellement de choses à raconter que l'idéal, ce soit que j'ai quelqu'un qui puisse me faire le montage pour mes vidéos, là. Voilà. Hein? Donc, on dit qu'en grosso modo, 35 pays s'abstiennent, voilà, dont la Chine, l'Inde, le Pakistan. Hein? Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a 14 pays États africains. Il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Angola, il y a l'Algérie, il y a l'Ouganda, il y a le Mali. Voilà, ils se sont abstenus. Ils se baladaient dans les couloirs quand ils étaient en train de voter. Ils ont dit ça ne nous concerne pas. Enfin bon. Bon. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est regrettable. Parce que je dis, il faut faire les bilans. Qu'est-ce qu'a fait l'OTAN depuis sa création, hein, pour le bien de l'Afrique? Et puis, qu'est-ce qu'a fait la Russie pour le bien de l'Afrique? Dire ça, c'est du simple bon sens. Et puis, j'ai dit, comme moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et bien, si on est d'accord avec ça, c'est les minimums à faire. Autrement, on va faire autre chose et puis on ne perd pas le temps des gens. Vous voyez? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, hein, pour ceux qui me suivent. Merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Hein, c'est clair. Hein. Et pour terminer, voilà, c'était, comment dire, un journaliste, enfin, un journaliste, non. Il y a un juriste camerounais, je ne sais pas s'il est avocat, il s'appelle Claude Assira. Il était invité sur RFI. Et lui, je dis, mais comme beaucoup d'intellectuels africains, c'est que on flatte son ego là, quand il est invité sur ces chaînes-là, évidemment. Et lui, il nous traite, nous autres qui soutenons Poutine, il nous traite de poutinophile. Voilà, poutinophile. J'ai dit, mais moi, je préfère, j'ai la fierté d'être poutinophile plutôt d'être authanophile. Voilà, chacun doit chercher son camp. Et pas, je dis ça en connaissance de cause. Je dis, quand je dis tout à l'heure, le bilan. Hein, qu'est-ce que l'OTAN a fait de bien pour l'Afrique? Et puis, qu'est-ce que la Russie a fait de bien pour l'Afrique? Une fois que je dis ça, terminé. La messe, c'est terminé. Hein, on plie bagage, et puis on passe à autre chose. Vous voyez? Donc, ce monsieur-là, quand il était interviewé, voilà, il racontait sa vie, n'importe quoi. Vous pouvez écouter, si vous voulez, hein, Claude Assira, là, les juristes, je ne sais pas s'il est avocat. N'importe quoi. Mais quand je l'écoutais, je pensais à tous les autres qui pensent comme lui, les intellectuels africains, là. Et maintenant, pour terminer, parce que j'allais oublier aussi, c'est les frères et sœurs africains qui vont dire quoi? Qui vont dire, oui, méfiez-vous de la Russie, vous êtes en train de demander comme ça la Russie en aide et tout. Mais ça m'est venu aujourd'hui, parce que je n'y pensais pas les autres jours. Bon, c'est de dire quoi? C'est de dire que, écoutez, là aussi, pareil, je fais agir mon bon sens. J'ai dit, mais quand la France était attaquée, à chaque fois, durant les différentes guerres, que ce soit en 1800, je ne sais plus combien là, et puis après, 14-18, et après 39-45. Mais la France a fait appel, d'une part aux Américains, et elle a fait appel surtout aux Africains, hein, nos pères, nos grands-parents, voilà, mais pour la libérer, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui, le Mali fait, c'est ce que fait aujourd'hui la République centrafricaine, et puis on espère la Guinée, et puis on espère, comment dire, le Niger, on espère, qu'est-ce qu'il y a encore, Burkina Faso, voilà. Mais le Mali en premier, parce que c'est le Mali qui est en pole position. Bouya, Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Voilà, donc ça c'est du bon sens. Je ne comprends pas les frères et sœurs qui sont en train de dire, oui, mais évidemment que l'idéal, ça soit que nous-mêmes on se libère, bien entendu, mais il faut être pragmatique. Ah oui. Et ça vous échappe. Pourquoi ça? Alors que cet exemple que je donne, ça devait vous aider à dire, oui, effectivement, c'est normal. Chaque pays, surtout eux, ils sont plus puissants que nous, ils vont demander de l'aide. Ils vont demander ce qu'ils appellent les alliés, tout ce que vous voulez, et ils viennent, et c'est des alliés de circonstances pour la situation. Et puis quand la guerre est terminée, par le général de Gaulle, il a dit aux Américains, vous êtes gentils, mais dévissez, enlevez tous vos bases et puis rentrez chez vous. Et comme ils se respectent mutuellement, c'est ce qu'ils ont fait. Comme les Français, eux, ils ne nous respectent pas, ils méprisent les Africains, et bien c'est pour ça qu'ils ont du mal, quand on leur dit quittez le Mali, et puis même quitter toute l'Afrique, ils disent ouais, mais on quitte le Mali, mais on est là. N'importe quoi, mais ils vont partir, évidemment, parce que la jeunesse africaine est gonflée à bloc. Maintenant, pour accélérer le mouvement, il faut que des gens comme Tikenja, il faut que des gens comme Alpha Blondy, des grandes stars connues là, il faut qu'ils posent des actes
qui soit symbolique, aller faire des concerts dans ces différents pays-là. Voilà. Angélique Kidjo, voilà. Kofi Olomide, Papa Ouin, pauvre papa, excuse-moi. Hein? Werrason, voilà, je me fais comme ça. Qu'ils aillent là-bas pour chanter, tout simplement, faites votre métier là. Mais ce minimum, là, ils ne peuvent pas assurer. Ils sont tous cachés dans leur château, dans leur studio là-bas, et puis voilà, ils jouent les spectateurs. Mais c'est grave. Maintenant, si on prend le monde politique, j'ai dit, mais je réitère encore ma demande en disant, monsieur Laurent Gbagbo, monsieur, comment dire, déjà, l'enfant gâté là, Guillaume Soro, au lieu de se planquer là, il ferait mieux de sortir des bois pour venir dire toutes les vérités aux Africains en général, aux Ivoiriens en particulier. On va accélérer le mouvement. Mais s'il ne fait pas ça, voilà, il attend seulement par opportunisme, voilà, pour venir escroquer encore le peuple, alors que le peuple a déjà donné. Et donc, ce que j'ai dit et que je vais toujours continuer à dire, c'est que le président Gbagbo et puis le président Henri Konan Bédié, eh bien, ils tiennent une conférence de presse où ils vont dire nous n'en voulons plus de l'impérialisme, nous n'en voulons plus de la France-Afrique et nous n'en voulons plus du colonialisme. C'est tout. La conférence de presse est terminée. Maintenant, le peuple aura compris le message et la jeunesse va s'occuper du reste. C'est tout. Merci à vous tous pour votre attention. Voilà. Et puis, ceux qui s'intéressent, encore, je n'oublie pas ça. Voilà, c'était par rapport à l'élection présidentielle en France. Voilà. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.